8h16 sur Europe 1, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité ce matin, Jean-Baptiste Djebbari, ministre délégué chargé des Transports. Bienvenue à vous et bonjour Jean-Baptiste Djebbari. Bonjour à vous deux. Fermeture des frontières hors pays UE finalement. Le virus a bel et bien un passeport, contrairement à ce que vous avez répété pendant un an. Le virus, il n'a pas de passeport, ou alors le passeport est international. Le virus, par ailleurs, il évolue. Vous savez que les variants présentent un nouveau danger parce qu'ils sont plus contaminants. Et depuis le 17 mars dernier, ça fait quasiment un an maintenant, nous contrôlons les frontières, notamment depuis les pays hors espace Schengen de façon stricte. Juste un chiffre, depuis mars dernier, on a environ 5 fois moins de passagers que nous n'en avions l'année d'avant. Non mais attendez, aujourd'hui vous reconnaissez qu'il est urgent de fermer les frontières. Hier encore, Jean-Baptiste Djebbari, vous dénonciez le nationalisme sanitaire. Ce sont vos mots de Marine Le Pen et de la droite qui réclamaient ces mesures-là depuis un an. Écoutez, moi je constate que de l'opposition, notamment de Marine Le Pen, on a soit un torrent de critiques, soit de l'autoflagellation en permanence. Et par ailleurs, je crois qu'on n'a pas de leçon de cohérence politique à recevoir de Marine Le Pen qui a été contre l'Europe, contre l'euro, contre l'espace Schengen. Je crois savoir qu'elle a très récemment changé d'avis sur ce sujet-là. Ce qui est sûr, je le redis, c'est que depuis mars dernier, nous avons posé un cadre strict de contrôle des flux de circulation aux frontières de l'espace européen et que nous avons encore renforcé ce cadre avec ces restrictions et les motifs impérieux pour s'y rendre. On va écouter cet extrait. C'était le ministre de la Santé, Olivier Véran, sur Europe 1 en février 2020. Nous avons posé la question au Conseil scientifique des frontières, comme nous avons posé toutes les autres questions. La réponse des scientifiques, c'est scientifiquement, ça n'a pas d'intérêt. Ça n'a pas d'intérêt scientifiquement. Février 2020. Est-ce que c'est de l'idéologie sans frontiériste et européiste de votre part ? Mais non, mais je le redis, depuis mars dernier, on a 5 fois moins de passagers qui viennent en Europe, qui viennent notamment en France quand on compare à l'année précédente. On a 7 fois moins de personnes qui se transportent, se déplacent à l'intérieur de l'espace de l'Union européenne. Et nous avons, comme beaucoup, fait face à un défi absolument... Oui, mais vous n'aviez pas fermé les frontières hors pays UE. C'est pour ça que je vous repose la question. Mais est-ce que par idéologie, vous avez refusé de fermer ces frontières alors que les voyageurs portant potentiellement ces variants venaient sur notre sol ? Je crois que nous avons fait... Au contraire, preuve de pragmatisme. Mais je crois, puisque un an de retard, je le redis, contrôle strict des frontières depuis mars 2020. Mais pourquoi vous ne l'avez pas fermé, les frontières hors pays UE, depuis un an ? Nous avons contrôlé, nous avons encore renforcé avec les tests PCR et nous renforçons encore... Mais vous ne les avez pas fermés, monsieur le ministre. Oui, nous n'avons pas fermé, vous savez, par ailleurs, et c'est peut-être bon de le savoir, mais quand vous fermez intégralement les frontières, vous fermez aussi les flux de marchandises. Vous savez par exemple que pour le fret aérien, s'agissant des dom-toms, par exemple, vous avez la moitié du fret qui passe par la voie aérienne pour aller dans les dom-toms. Et c'est d'ailleurs absolument vrai aussi dans l'espace aérien pour les transports de marchandises. Nous avons toujours posé ces exceptions-là. Et donc, je pense que pour les partisans du tout frontiérisme... Mais la question n'est pas là. Si on se demande ce matin pourquoi il a fallu 12 mois, tout simplement, pour le faire. Mais je vous répète, je veux vraiment être clair, depuis mars 2020, il y a un contrôle strict aux frontières. On ne parle pas de la même chose. Je parle des frontières. Non, mais je parle des frontières hors de l'espace de l'Union européenne. Et donc, je le dis depuis mars 2020, contrôle strict. Qu'est-ce qui s'est passé depuis mars 2020 ? Nous avons encore renforcé il y a quelques mois maintenant avec l'obligation de test PCR. Ça pouvait se faire avant, au départ. Ça s'est fait au départ et à l'arrivée. Et maintenant, c'est obligatoirement au départ du pays hors espace Schengen. Et puis, nous avons depuis quelques jours, applicable depuis hier matin, poser le principe d'un motif impérieux, y compris pour les résidents français, qui fait que nous allons encore tarir les flux de circulation de passagers. Vous avez d'ailleurs publié une liste de ces motifs impérieux, mais personne ne dit combien de temps vont durer ces mesures. Vous savez que nous avons à la fois un texte de loi qui est actuellement en navette et qui propose la prolongation de l'état d'urgence, et que par ailleurs, scientifiquement, les mesures mettent toujours 2 à 3 semaines pour produire leurs effets utiles. Donc pour le mois de février, cette mesure existera, et puis comme toujours, il y aura une revue de l'efficacité, cette fois-ci aussi. Donc elle court au niveau moins national un mois, cette mesure. Européen, de manière à voir si c'est efficace ou pas. Et oui, au moins pour le mois de février. Alors Jean-Baptiste Djebbari, tous les Français ou résidents français qui étaient en déplacement hors UE ces jours-ci, et n'auront aucun problème pour rentrer en France, vous pouvez le garantir, absolument, sans justifier de motifs précis. Je crois qu'il faut le redire, tous les résidents français qui sont partis il y a quelques jours, notamment pour des motifs touristiques, et qui doivent rentrer, qui sont résidents en France, qui y habitent, qui y travaillent, qui ont leurs enfants à l'école, peuvent absolument rentrer. Ils doivent se mettre en
relation avec leur compagnie aérienne, avec leur prestataire de voyage, de manière à bien vérifier les horaires. Mais oui, le principe, c'est qu'ils peuvent absolument rentrer pour reprendre une vie normale en France, dès lors qu'ils sont partis pour des motifs touristiques. Alors, l'entrée en France depuis un pays de l'espace Schengen est donc conditionnée à un test PCR négatif, à l'exception, vous l'avez dit, des travailleurs transfrontaliers. Comment ça se passe très concrètement? Est-ce que des contrôles aléatoires vont monter en puissance? Absolument, des contrôles aléatoires par la police aux frontières, d'ailleurs, je crois qu'il y avait un reportage très bien fait hier soir sur une des grandes chaînes de télé publique qui montrait qu'à la frontière de Menton, il y avait des tests aléatoires et que toute personne qui n'était pas munie à l'intérieur de l'espace de l'Union d'un test PCR ne pouvait pas accéder au territoire français. Et vous avez raison de rappeler les exemptions que nous avons posées pour la continuité économique de la vie du pays, à savoir les transports de marchandises, c'est-à-dire les transports routiers, qui font déjà beaucoup d'efforts depuis le début de cette crise, et évidemment les 350 000 travailleurs transfrontaliers qui chaque jour vont travailler parfois à quelques kilomètres et qui ne sont pas soumis à ces restrictions. Alors ces tests PCR, c'est pour les pays de l'espace Schengen, mais pourquoi considérer nos départements d'outre-mer comme d'autres pays dans le monde? Pourquoi un test valable pour aller en Espagne serait moins valable pour se rendre aux Antilles, par exemple? Alors, le sujet particulier des Outre-mer, vous le savez, c'est le sujet de la fragilité, parfois, des systèmes sanitaires. Et donc, depuis maintenant de nombreux mois, nous avons posé des cadres assez restrictifs de manière à protéger ces territoires d'Outre-mer. Nous le renforçons encore. À compter le mercredi prochain, donc le 2 de mémoire, il y aura des motifs impérieux pour se rendre dans les Outre-mer. Et nous sommes très vigilants sur deux sujets. Je l'ai évoqué juste précédemment. Le fret, qui passe beaucoup, je l'ai dit, par les avions passagers pour les Outre-mer. Et évidemment, les étudiants. Nous avions déjà eu ce sujet à résoudre. Bien sûr, au moment de la première crise. Est-ce que vous ne devriez pas aussi surveiller un autre sujet, c'est-à-dire la tension, tout simplement, dans ces départements d'Outre-mer, car vous aggravez ainsi la situation du tourisme dont beaucoup vivent sur place? Alors, c'est toujours la conciliation entre la protection médicale, sanitaire et les mesures de soutien économique dont bénéficie évidemment l'ensemble des acteurs économiques outre-mer. Je gère avec Bruno Le Maire le sujet des compagnies aériennes outre-mer et c'est évident que nous apportons, tant que faire se peut, toute l'aide utile de manière à se donner la perspective. C'est-à-dire, très concrètement, c'est quoi l'aide utile? C'est-à-dire des prêts, c'est-à-dire des recapitalisations. Bon, c'est au cas par cas parce qu'il n'y a pas une compagnie aérienne qui se ressemble dans nos territoires d'outre-mer, mais c'est évidemment une mobilisation très forte, parfois avec des volumes de plusieurs centaines de millions d'euros d'aide aux compagnies aériennes. Est-ce que vous excluez, Jean-Baptiste Djebbari, de fermer les frontières, mais cette fois-ci avec les pays européens? Je ne parle pas seulement du test, fermer les frontières avec les pays européens. Je dis fermer les frontières de façon absolument étanche, ça pose le problème. Une meilleure maîtrise alors? Mais ça pose des problèmes très concrets de la chaîne logistique, de cette pérennité. Vous savez que nous sommes et d'ailleurs depuis très longtemps, rappelez-vous, nos chaînes logistiques sont totalement interconnectées en Europe et dans le monde. Très bien, mais on a envie de comprendre ce matin, si malheureusement ça continue de flamber en Allemagne, qu'est-ce qui vous empêche de nous protéger en fermant la frontière? Je pense qu'en tout cas, qu'il y ait peut-être à un moment des motifs impérieux, c'est peut-être une discussion politique qui sera menée et menée au débat politique. Ce qui est sûr, c'est qu'un certain nombre, à mon sens, d'exemptions doivent être maintenues. Je pense notamment au transport routier, je l'ai redit, et je pense évidemment aux travailleurs transfrontaliers qui, vous le savez, dans leur réalité, eux, ne connaissent pas de frontières très concrètes puisqu'ils travaillent souvent à 30 km dans un autre pays de leur domicile. Alors vous faites tout au gouvernement, à l'exécutif, dites-vous, Jean-Baptiste Djebbari, pour éviter un reconfinement. Donc je vous pose cette question ce matin. Est-ce que, pour éviter ce reconfinement, et parmi la panoplie de mesures que vous pouvez acter pour l'éviter, est-ce qu'il y a l'interdiction de déplacements interrégionaux? La fameuse règle des 100 km, est-ce qu'elle est sur la table, comme on dit? Bon, c'est encore trop tôt pour le dire. Vous savez que nous venons de prendre des mesures. Nous allons d'abord en évaluer les effets, en espérant qu'elles seront efficaces. Et vous savez que chaque semaine, chaque jour même, mais chaque semaine, il y a un Conseil de défense et de sécurité nationale qui vise à regarder les données épidémiologiques, à regarder l'efficacité des mesures qui ont été prises. Très bien, mais est-ce que vous excluez de limiter les déplacements interrégionaux pendant les vacances? Je crois que c'est l'année qu'on vient de passer nous a appris à être très humbles en la matière. Donc par principe, nous n'excluons rien. Mais en l'état, nous avons posé des mesures qui aujourd'hui sont effectives, qui, je l'espère, donneront des effets utiles. Et c'est dans ce cadre-là que nous verrons les mesures. On a bien compris, mais quand même, j'insiste sur ces déplacements interrégionaux. Pour vous, ça peut être l'une des mesures, si malheureusement les mesures qui viennent d'être prises ne sont pas suffisantes et toujours dans la volonté d'éviter un reconfinement. Nous l'avons déjà connu, et donc ça fait partie, en quelque sorte, de la boîte à outils que nous avons de manière. Parce qu'elle vous paraît pertinente, Jean-Baptiste Djebbari. Est-ce que cette règle des 100 km pourrait préserver pendant les vacances des régions les moins touchées? Quand j'observe ce que font les différents pays européens, certains l'appliquent, d'autres non. Encore une fois, je pense que soyons pragmatiques, regardons vraiment les effets utiles de cette première série de mesures importantes qui ont été annoncées par le Premier ministre vendredi, mis en place depuis dimanche matin. Et vous savez que
voilà, la crise nous a appris à être, comment dirais-je, souple en la matière et à regarder les données, les faits objectifs et de prendre des décisions sur ces faits-là. Souplesse, pragmatisme et peut-être stop à l'infantilisation, comme d'ailleurs cela a été dénoncé dans un livre, celui de Mathieu Laine qu'on a reçu ici même. Ce sont les mots du président « J'ai confiance en nous ». C'est le pari de la responsabilisation. D'abord, c'est un défi collectif et nous ne pourrons y arriver qu'ensemble. Et donc oui, c'est tout la dualité entre guillemets ou la complémentarité entre la responsabilité et les règles. Et la confiance n'exclut évidemment jamais le contrôle, mais je pense que oui, une stratégie sanitaire gagnante, c'est celle qui est comprise, c'est celle à laquelle on adhère et celle pour laquelle on s'engage. Donc oui, le président a bien eu raison de rappeler ces mots de confiance à l'égard du peuple français. Alors un horizon un peu plus lointain pour conclure cet entretien, Jean-Baptiste Djebbari, on pourra prendre bientôt un train de nuit puisque c'est la résurrection des trains de nuit en France. On pourra dormir le soir dans un train à Paris pour se réveiller le matin à Nice. Je l'ai fait il y a 2 jours, c'est très agréable. Nous n'avons plus que 2 lignes de train de nuit en France. Nous allons en rouvrir 2. Une en avril 2021, le Paris-Nice, et une fin d'année, le Paris-Tarbes, qui ira plus tard vers Hendaye. Et effectivement, l'ambition, c'est d'ouvrir 10 lignes d'ici à 2030. D'abord, ça correspond à une demande, notamment une demande des jeunes avec des petits prix. Et puis, ça correspond aussi à une excellence industrielle française. J'étais à Périgueux la semaine dernière pour voir à quel point il y avait de la fierté des cheminots de participer à ce grand renouveau des trains de nuit. Et l'objectif, 10 lignes de train de nuit d'ici 2030. Absolument. Mathieu qui nous a rejoint, oui, un train de nuit. C'est agréable. Vous avez pris des trains de nuit, vous, Sonia, ou pas? Moi, j'en ai pris quelques-uns, mais très jeunes, mais de bons souvenirs. Bons souvenirs. On rencontre des gens. Absolument, on rencontre des gens. Et moi, j'ai eu l'occasion justement de le reprendre il y a 2 soirs, et ça m'a rappelé beaucoup de souvenirs. Et puis, on a, je crois, tous des histoires à raconter. Racontez-nous un souvenir, Jean-Baptiste Djebbari, de train de nuit. Je racontais justement au contrôleur d'une discussion. Alors, c'est un souvenir assez étonnant, mais je crois que c'était Paris-Perpignan il y a peut-être 15 ans maintenant, et j'avais passé la nuit avec un ex repris de justice qui m'expliquait un petit peu son itinéraire. Dis donc, vous avez une vie... Écoutez, c'était comme ça. C'est le hasard du train de nuit, justement. Mais est-ce que pour conclure, c'est un projet collectif, tous les syndicats, tout le monde je crois que c'est très fédérateur. C'est très fédérateur chez les cheminots. C'est très demandé et très populaire par les Français. Moi, vous savez, ça fait pas mal de bien parfois dans cette océan de mauvaises nouvelles que d'avoir des mesures populaires à porter. C'en est une. Et je constate que partout où je vais, c'est très demandé. Donc, ravi avec un objectif ambitieux donc d'ici à 2030. Absolument. Merci Jean-Baptiste Djebbari d'avoir répondu à nos questions ce matin. Bonne journée à vous ainsi qu'à nos auditeurs.